Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Édouard Bergeon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, on est vraiment très heureux de vous recevoir. Vous êtes réalisateur, vous avez réalisé ce film magnifique que je n'avais pas vu, vous êtes moqué de moi, Au nom de la terre, qui est... Parigo. Pardon? Non, j'ai dit Parigo. Oui, gentiment, parce que... hein, oui, gentiment, mais vous m'avez dit c'est normal, vous habitez Paris. Et Paris n'a pas vu le film, enfin peu le film. Il y a quand même eu 115 000 entrées à Paris, ce qui n'est pas rien. Contre 2 2 millions en tout, au total. Donc, La petite anecdote, c'est qu'au moment où il remonte le film en 4e semaine, c'est-à-dire qu'il y a plus de monde qui vient le voir, il sort des Halles, le cinéma des Halles, qui est le plus grand cinéma d'Europe. Et donc ce soir, ce sera diffusé sur France 2, soirée événement Au nom de la terre, le titre de votre film. On va en reparler, suivi d'un débat, d'un documentaire. 25 c'est dans le cadre de 25 nuances de doc, The Biggest Little Farm, qui a été nominé aux Oscars en 2020 dans la catégorie meilleur film documentaire. Et puis le salon d'agriculture qui va ouvrir ses portes samedi prochain. Vous allez aller tâter de la vache. Voilà, on va aller faire un... Non, mais c'est vrai que l'année dernière, il n'y a pas eu d'édition. Vous allez nous raconter que vous y êtes. C'est un temps très fort, le salon d'agriculture. On est tous très enthousiastes et c'est important qu'il se tienne. 2 ans, vous l'avez rappelé, qu'il n'a pas eu lieu. C'est un endroit de moment où on va se rencontrer autour de nos produits. Les agriculteurs, les agricultrices, c'est important pour eux. Les Français aiment leurs agriculteurs et les agricultrices, mais là, d'aller les rencontrer, et c'est un salon pro aussi. Mais ce qui est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'on n'en parle qu'au moment de salon de l'agriculture, que les émissions autour de l'agriculture ont lieu en général début mars, au moment du salon de l'agriculture. C'est la question du jour, justement. Et oui, on se demande si finalement la télévision et les médias, est-ce qu'ils parlent assez du monde agricole à la télévision? Eh bien, c'est majoritaire, hein, vous êtes nombreux à voter, vous nous dites non à 88% sur le compte Twitter. Vous avez envie qu'on parle plus du monde agricole à la télé et dans les médias, et oui, à 12% évidemment. Vous pouvez continuer à aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio, et puis également sur YouTube, où vous pouvez voter, oui. C'est pour ça que j'ai monté ma chaîne dédiée au monde agricole. Voilà. Oui, qui s'appelle désormais Au nom de la terre. Au nom de la terre TV. Et qu'on peut voir où? Eh bien, on s'inscrit sur son téléphone, sur son lien URL. C'est une chaîne où on reverse une partie de l'abonnement à une association comme Solidarité Paysan. Ça coûte combien ? 4,99 par mois, et justement on rémunère les ayants droit, ceux qui font les documentaires, parce qu'on crée de la valeur. Comme l'agriculture, à un moment donné, le travail se paie au juste prix. Il y a eu Cultivons-nous, qui était une première aventure que j'ai lancée il y a 1 an et demi pendant le premier confinement, et là, plus de liberté, plus de moyens, et on continue, toujours avec Guillaume qui nous soutient. Guillaume Canet. Au nom de la terre.tv. Qui est le comédien qui joue le rôle principal, dans votre film. Votre papa. Non. Oui, absolument. Oui, j'ai vu le film. Non, mais elle est terrible, vous savez. Non, mais je pensais à Rufus, c'est pour ça. Rufus, c'est le rôle du grand-père. Du grand-père, oui, tout à fait. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. On parlait, Valérie, lundi avec le sénateur David Assouline qu'on recevait, de savoir si CNews était une chaîne d'opinion, si le doute subsiste pour la chaîne du groupe Bolloré, pour RT France. Pas de doute, elle roule bien pour son propriétaire Vladimir Poutine. Alors on a fait une petite expérience, on s'est branché hier soir à 20h sur son 20h. Écoutez ce qu'on disait sur RT France. Merci d'être avec nous ce soir sur RT France. Alors, le président russe a ordonné à son armée de maintenir la paix dans la région du Donbass. Mais en Occident, il y a maintenant une réelle crainte. La Russie assure que ce ne sera pas le cas. Où est-ce qu'on en est ? On va rappeler quand même pourquoi la Russie a pris cette décision finalement, alors que ça fait 8 ans qu'elle appelle désespérément, avec une patience incroyable, à faire pression sur l'Ukraine pour que finalement l'Ukraine exécute les accords de Minsk. On rappellera quand même que ces derniers jours, l'armée ukrainienne a fait exploser dans la région russe de Rostov un poste frontière, que l'armée ukrainienne a envoyé un groupe de sabotage dans la région russe de Rostov. Si l'on parle d'une agression, pour l'instant, il ne semble pas que ce soit la Russie qui agresse, mais plutôt elle qui, même sur son territoire, est agressée. Pour RT France, c'est donc l'Ukraine qui agresse la Russie. Yannick Jadot était hier invité de C'est à vous. Alors c'est peut-être un petit peu plus nuancé en plateau, je ne sais pas, mais pas tellement. Bon, d'accord. Yannick Jadot, c'est une chaîne d'opinion, donc voilà. Yannick Jadot était invité de C'est à vous, lui soulevait le problème de François Fillon. Alors François Fillon, lui, il a été nommé au conseil d'administration du géant russe de la pétrochimie qui s'appelle Sibur et qui est contrôlé par des oligarques russes. Alors évidemment, ça pose problème parce qu'il connaît tous les secrets de la France. Vous avez un ancien Premier ministre, François Fillon. Vous vous rendez compte qu'un ancien Premier ministre
qui a été Premier ministre de la France pendant 5 ans, plusieurs fois ministre, qui connaît, à mon avis, à peu près tous les secrets de la France, qui vend aujourd'hui son carnet d'adresses, ses informations à Vladimir Poutine. C'est choquant. Et puis, vous avez effectivement d'autres candidats, y compris à gauche. Vous avez cité Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui prétend défendre la démocratie en France. Tant mieux, mais qui est prêt, au fond, à sacrifier les Ukrainiens, l'Ukraine, dans un délire anti-américain qui consiste à dire 150 000 soldats russes qui rentrent en Ukraine, c'est la faute de l'OTAN, c'est la faute des États-Unis. Et pendant ce temps, pour une fois, chez Pascal Praud, tout était calme, Valérie. Le temps était suspendu. Vous savez pourquoi? Il recevait Olivier de Kersauzon, qui a philosophé sur... Vous connaissez Bébert, le pilier de bar? Il a philosophé sur le fameux Bébert. C'est vrai que le monde change tout le temps. Et c'est vrai que ce changement est violent. Ouais. Je sais pas, rien que les réseaux sociaux. Avant, quand Weber l'ouvrait au Café du Commerce, le mec disait ta gueule, Weber. Weber, on lui avait dit 10 fois ta gueule, il disait plus rien. Aujourd'hui, le Weber en question se précipite sur l'ordinateur. Une pensée de mes couilles et 17 fautes d'orthographe, et c'est parti. Donc c'est extraordinaire, quoi. Mais c'est aussi marrant parce que c'est le monde qu'on vit. Donc on peut pas le regretter ou le mépriser. Mais l'histoire est quand même toujours la même. Sympa, égoïste, alcoolique, idiot, enfin il y a tout, quoi. Et je crois qu'il faut voir ça avec une certaine tendresse, sinon on s'ennuie. Alors Édouard Bergeon, ce son, il est pour vous. Il va démarrer un peu notre discussion. On va en parler avec vous. Le suicide des agriculteurs et la mainmise des industriels sur l'agriculture. Hier, dans C'est à vous, ils ont été à la rencontre, vous savez, de cet agriculteur qui a témoigné pour l'association L214 sur les conditions d'élevage des poulets de la marque Le Gaulois. Il a expliqué les conditions et ce n'est pas sans rappeler votre film. Aujourd'hui, l'éleveur, c'est un esclave. Lui, il décide rien du tout. Il décide pas de la souche, il décide pas son aliment, il décide rien du tout. Il décide même pas son prix. Tu fais ce qu'on te dit, tu fais de la volaille industrielle, t'élèves poulet de 2 kilos, on l'élève sur une feuille A4. Et moi, je voulais repartir sur un élevage raisonné de 10 à 11 poulets au mètre carré. Et quand je vois 22 poulets au mètre carré, c'est inacceptable. Et le Gaulois a ce petit logo français qui dit que c'est de la volaille française. Alors on a l'impression que c'est plus éthique que la volaille étrangère. Ça l'est déjà. Vaut mieux manger de la volaille française que de la volaille qui vient de Thaïlande ou du Brésil. Et vous voyez, c'est ce qui est en ce moment. Ils sont aussi bien aussi. Il y a surtout au Brésil ou en Thaïlande, il y a des hormones, des antibiotiques. À un moment donné, c'est quand même poussé à ça. En France, c'est interdit. Alors on peut utiliser des antibiotiques quand il y a une maladie, mais faut quand même privilégier l'élevage français qui est hyper normé. Et là, faut quand même se redire que l'agriculture française est quand même une des plus durables du monde. Alors oui, les agriculteurs... Même quand on parle d'élevage en batterie... C'est quoi un élevage en batterie? Là, c'est des poulets de chair, des poulets industriels. Oui, où il y en a 25 au mètre carré. C'est vrai que on en a eu chez nous, on a eu du poulet fermier. Il y en a un qui s'élève en 6 semaines, l'autre en 18 semaines, et après, une histoire de pouvoir d'achat. Ouais. Il y a une histoire de combien je mets pour acheter du poulet. Est-ce que je mets 3 euros ou est-ce que je mets 15 euros du kilo? Voilà, à un moment donné, en ce moment, c'est quoi la première préoccupation des Français? C'est le pouvoir d'achat. Absolument. Donc, c'est pas parce que c'est le pouvoir d'achat qu'on doit faire n'importe quoi avec les animaux ou manger n'importe quoi aux Français. Non, mais alors, je vous le redis encore, en France, il y a quand même des normes. Je défends pas l'élevage industriel, je me dis juste déjà que c'est quand même beaucoup plus contrôlé. On rentre pas comme ça dans un élevage de poules, par exemple. Vous n'avez pas le droit d'y rentrer si c'est l'éleveur. Tout est normé. Il faut tendre à des élevages plus humains, mais pour ça, les éleveurs font des efforts, mais la société a une demande beaucoup plus rapide aujourd'hui ce que l'agriculture est en capacité d'absorber dans la mutation. On est à 10 ou 15 ans alors que la société, elle veut quelque chose d'immédiat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du bien-être animal, il y a des efforts à faire. Les éleveurs font des efforts, mais il y a toujours des brebis galeuses, sans mauvais jeu de mots. Et puis, encore une fois, il faudrait manger moins de viande, mais c'est aussi un marqueur social. Et puis, on a envie de manger de la viande. Puis après, quand on voit certains établissements de la grande distribution qui font la baguette à 29 centimes ou le porc à 1,50 € qui vient de Pologne, à un moment donné, il y a un petit problème quand même. Vous disiez marqueur social, mais on l'a évoqué il y a quelques semaines. Aujourd'hui, les riches mangent des légumes et les pauvres mangent de la viande. C'est-à-dire que ça s'est inversé. C'est-à-dire que, on peut le dire comme ça, mais le bio est une révolution blanche des centres-villes, en gros. Et on le voit que ça fait pchit aujourd'hui. Mais en fait, est-ce que ces industriels... Pourquoi
Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de production de bio. Ou alors il n'y a pas assez. Ou il y a on pas peut le prendre à assez. l'envers, il n'y a Oui, pas c'est assez ça, de, c'est qu'il y a pas assez. de consommation bio. Alors que. Ou pas assez de production bio aussi. Ben si, justement. Parce qu'il y a une grosse demande aujourd'hui. Ah non, vous vous trompez. Aujourd'hui, on déclasse du lait bio, on déclasse des œufs bio, on déclasse de la viande bio au prix du conventionnel. C'est-à-dire qu'on a poussé les éleveurs à aller vers ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'aide. Et qui paie encore une fois le coût de la transition écologique? Ce sont les agriculteurs. Donc si on ne les accompagne pas politiquement, mieux, pour qu'il y ait des élevages justement avec moins de poulets au mètre carré, ou pour qu'ils puissent reprendre la main sur tous les enjeux aujourd'hui environnementaux, capter du carbone, le bien-être animal, que l'eau soit de qualité. On est face à des enjeux climatiques, citoyens extraordinaires. Mais l'agriculture se bouge. Nous, là, on est sur le salon d'agriculture. Je dis nous avec ma chaîne Au nom de la Terre TV. On est le pôle média de la ferme digitale. La ferme digitale, c'est quoi? C'est 55 startups, de l'innovation citoyenne pour une agriculture beaucoup plus durable, où il y a une énorme force de la jeunesse, des femmes. Quand Yannick Jadot dit moi je veux arrêter l'industrialisation... Mais c'est quoi l'industriel? C'est quoi le terme de l'industriel? C'est quoi? C'est ce que disait le monsieur qu'on a entendu. Il ne choisit pas ni l'alimentation... non, ça s'appelle le système de l'intégration, ça. Oui, mais il dit qu'il ne choisit pas ce qu'il donne à ses poulets. Il ne choisit pas ses poulets. Ça s'appelle de l'intégration. Il ne choisit pas les prix auxquels il vend. Mais ça, c'est la même chose de l'intégration dans le porc, dans le lait, dans tous les agriculteurs qui nous écoutent là en ce moment le savent très bien. Ça s'appelle l'intégration. C'est ce que je démontre dans mon film Au nom de la Terre qui passe ce soir. Mais vous n'êtes pas pour ça. À un moment donné, c'est le modèle qui a été construit. On peut après rentrer dans des cours d'agriculture avec des filières pour produire, pour que notre souveraineté alimentaire soit garantie au niveau national, au niveau international. Mais heureusement que le système aussi est structuré par de la coopération, des coopératives agricoles. Quand il y a eu le Covid et qu'on a tous eu peur de ne pas manger, est-ce qu'on a eu à manger en France? Oui. Oui, bien sûr. Donc à un moment donné... qui a tenu? Les supermarchés ont tenu, les marchés ont tenu. Bien sûr, les agriculteurs ont tenu comme ils ont pu. Vous avez vu qu'on avait besoin de la main-d'œuvre aussi. Bien sûr. Donc on ne va pas faire de politique ici, mais quand on ferme les frontières, il se trouve qu'il n'y a plus de main-d'œuvre pour cueillir, pour ramasser, et que la terre reste basse dans l'agriculture. Qu'est-ce qui a changé depuis votre film? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça a été un marqueur important? Enfin, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'on prend le sujet suffisamment à bras-le-corps aujourd'hui? On parle régulièrement du suicide des agriculteurs. En tout cas, qu'est-ce que ça a changé? Mon film a fait bouger les lignes. Déjà, je pense que filmer avec une caméra de cinéma l'agriculture, incarnée par un comédien comme Guillaume Canet, qui a été extraordinaire, et comme tous les autres. Et puis qui l'a porté. Il a même porté les bottes de mon père, Guillaume. Il a porté la cause, il est engagé, il est à mes côtés, toujours, ça a du sens pour lui. Déjà, redonner de la fierté aux agriculteurs et aux agricultrices, mettre sur les écrans un tabou, le suicide, mettre sur les écrans une population rurale. C'est pas pour rien que la ruralité est allée voir mon film également, est allée se voir, aller voir sa vie sur un grand écran de cinéma. La vertu de la salle de cinéma, pour ceux qui l'ont oublié avec le Covid, j'espère, retournez-y en tout cas. On pose son téléphone, on est dans le noir, et là, ce sont les émotions qui viennent vous capter et qui vous font passer des messages. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai pu projeter le film à l'Élysée au président de la République, et puis au Sénat, et puis au Parlement européen, avec Yannick Jadot justement, et il y avait des commissaires européens à l'agriculture, et c'était apolitique, c'est ça qui était bien. À l'Assemblée nationale, le président a déclenché, lors du salon d'agriculture dernier, c'est-à-dire il y a 2 ans, une mission parlementaire avec Olivier Damézin, qui est un député du Lot-et-Garonne, sur le mal-être et la prévention du suicide dans l'agriculture. Cette mission a eu le mérite d'exister, a donné un plan. Alors certains diront que ça va pas assez loin. Il a le mérite d'exister. Il y a des vraies avancées avec des sentinelles. Il n'y a pas plus de moyens, mais il y a un réagencement des moyens. Et en tout cas, bien sûr qu'on doit prévenir le mal-être, puisqu'à un moment donné, les agriculteurs et les agricultrices nous nourrissent 3 fois par jour. Sont très seuls. Donc et puis il y a un ressentiment aujourd'hui qui est très fort par rapport à ceux qui les jugent. D'où on parle. C'est toujours important de savoir d'où on parle. Alors dans le film ce soir, on va voir l'agriculture traditionnelle représentée par le grand-père avec l'agriculture industrielle présentée par votre père. Et deuxième question, il y a un peu ça, mais qu'est-ce qui a tué votre père? C'est ses mauvais choix ou la pression industrielle? Alors déjà, je vais rectifier parce qu'il le dit très bien, Pierre Jargeau, qui est incarné par Guillaume Canet. Il dit l'agriculture industrielle, c'est par toi, grand-père, qu'elle a commencé. Les 30 glorieuses des années 70-80, c'est l'explosion de la chimie, c'est l'explosion de la mécanisation. Il lui dit tu as mis du glyphosate. Ils ont gagné de l'argent à l'époque, et tant mieux. Et voilà, ils ont capitalisé et tout. Sauf qu'aujourd'hui, qu'ils ont mis le doigt dans un puis les outils sont compliqués à transmettre. Mon père, il s'est endetté beaucoup pour reprendre. Puis après, c'est comme un crash aérien, c'est multifactoriel. Une sécheresse, puis une deuxième, puis un
un incendie, on en a eu 2, et puis des cours de marché qui dégringolent parce que justement le chevreau qu'on faisait, il partait au Portugal et en Italie, et c'est pas vous qui faites la facture, comme le témoignage de cet agriculteur, et qu'à un moment donné, quand on est dans l'agriculture conventionnelle comme celle-ci, eh bien c'est vrai qu'on fait pas sa facture, et c'est un vrai problème. Alors, ce qui est important, c'est reprendre la main aujourd'hui. Les agriculteurs français le font par de nouvelles filières, en transformant, comme des paysans boulangers, comme en venant se faire des vieilles céréales, par du maraîchage, par des poulets fermiers. Mais encore une fois, quand on va sur un bassin agricole où il y a une certaine population, si tout le monde revient faire du circuit court, à un moment donné, il n'y aura pas assez de population. Et puis, ce qu'il faut faire, je pense, et ce que j'essaie de faire, c'est faire de l'entrisme, monter dans le cockpit pour détourner l'avion, c'est-à-dire travailler avec les grandes surfaces, qui font aussi des efforts sûrement trop tard et qui ont été un peu fossoyeurs de l'agriculture, mais avec des producteurs d'ici, en circuit court. C'est comme ça qu'on va y arriver. Vous allez faire où vos courses eaux ? Oh là là, non, me posez pas la question. Non, mais vous allez jamais au supermarché ? Non, je me fais... Si, moi je vais au supermarché, je vais au marché, et je remarque aussi que le marché, il y a très peu de maraîchers. Il y a très peu de vrais maraîchers. Ça vient de Rungis. Ils ont les mêmes caisses, les mêmes. Alors il y a donc c'est les mêmes légumes qu'en grande surface. C'est le même légume qu'en grande surface. Donc c'est en ça qu'il faut se réapproprier, nous consommateurs. On a cette carte bleue dans notre poche, et on peut justement faire des choix de produits de saison. Tout passe par l'éducation en fait. Bien sûr. À un moment donné, c'est dans les écoles qu'il faut qu'on change les choses. Et puis il y a des nouveaux acteurs aussi, comme vous. Il y a des jeunes qui prennent en main aussi ces sujets-là. Moi, je vois près de chez moi, j'ai reçu un mail pour je me souviens plus de leur site, mais c'est les légumes moches. Ceux qui sont déclassés, donc ils proposent de livrer un panier. Bien sûr, mais ils ont le même goût. Donc ils ont le même goût, mais on peut pas les vendre sur les marchés. Ce que représente le gaspillage alimentaire en France chaque année. C'est colossal. L'équivalent du Stade de France rempli du bas en haut. Vous imaginez ? Ouais. Ça fait partie mais il faut de l'éducation. Mais c'est de l'éducation, c'est la base. C'est pour ça que moi j'ai créé mon média au nom de la Terre TV, pour justement faire savoir nos savoir-faire, toute cette innovation, toute cette jeunesse. Là, il y a Juliette qui est à côté de moi, qui vient de me rejoindre et qui sort d'une école d'ingénieur à Angers. Elle est fille d'agriculteur. Elle a fait une école d'ingénieur partout en Europe, et aujourd'hui elle est là pour faire savoir, pour raconter les histoires de sa famille, de ses parents, de ses potes, et qui se bougent et qui ont déjà entamé la transition agricole. Mais je le répète, à un moment donné, attention aux injonctions, on est en pleine campagne électorale. Ce sont les agriculteurs aujourd'hui qui paient la transition, c'est eux qui assument encore une fois le coup. Donc dans moins de 10 ans, il y a la moitié des chefs d'exploitation qui sont à la retraite. Comment on fait ? C'est-à-dire qu'on va devoir importer encore plus de poulets industriels, thaïlandais, brésiliens. Donc, mais vous n'avez pas pris la ferme de votre père ? Non, mais j'ai passé mon bac pro agricole. Il se trouve que, avec ce qui s'est passé à 16 ans, ça m'a quand même bien secoué, et que c'était... Parce que votre père s'est suicidé, pour se comparer. Bah oui, c'est le... Et dès le matin, ça... c'est un peu dur. Mes parents nous ont poussés à bien travailler à l'école pour choisir notre métier, et c'est ce qu'on a fait. Mais vous voyez, la terre, elle est amoureuse. Vous revenez indirectement. Un film sur l'agriculture, en faisant une chaîne qui parle de sujets agricoles, mais qui parle de cuisine, parce qu'on a trop longtemps dissocié l'agriculture de la cuisine. Bon, vous voyez des chefs aujourd'hui, des chefs paysans, ils parlent de leurs producteurs, du territoire dans lequel ils captent leurs produits. Et encore une fois, c'est de l'éducation. La cuisine, c'est formidable. On parlait de Top Chef tout à l'heure. Ça fonctionne parce que c'est méditatif, la cuisine. C'est un moment qui fait du bien. Mais aujourd'hui, les chefs se sont réappropriés les produits, les producteurs. Et quand il y a eu la pandémie, on a parlé des restaurants, des cafés, etc. Mais on n'a pas parlé de toute la chaîne qui suivait derrière, de tous ceux qui fournissaient ces chefs-là. Moi, un jour, j'étais dans un restaurant, j'ai vu arriver un cueilleur d'herbes. C'est-à-dire que le type, il est arrivé avec son panier, et en fait, c'est des petits métiers derrière qui sont là aussi. Et vous voyez, donc les chefs se réapproprient leur métier, les agriculteurs se réapproprient leur métier. On parlait de la grande distribution, il faut qu'ils changent leur méthode également, comme les banques dans le milieu agricole. Il y a toujours, à un moment donné, quelqu'un qui fait du beurre, de toute façon. Est-ce que c'est bon pour l'image des agriculteurs, l'amour est dans le pré ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît de voir ces agriculteurs qui sont castés ? Ça parle pas d'agriculture, non, mais déjà, on parle de la ruralité, il y a des belles images, il y a des belles histoires, c'est un programme... des personnages un peu caricaturaux. Peut-être, moi je regarde pas... On a du mal à comprendre ce qu'ils disent. Mais ça, c'est un jugement de valeur, ça. Non, mais c'est la vérité. Je vous ai pas mis des extraits. Non, mais en tout cas, je trouve que ça fait quoi, 17 ans que ça existe ? Absolument, une quinzaine d'années. En tout cas, ça fonctionne, et voilà...
Il y a votre la jeune fille qui est avec vous qui vous faire passer un message, je crois. Mais je sais pas. Non, je croyais. Pardon, Juliette, je croyais. Non, mais elle découvre les médias aussi. Johanna nous dit j'adore acheter les légumes moches. Le magasin où j'achète mes légumes font des petits cartons moins chers avec des légumes moins attractifs. J'achète très souvent les fruits et légumes dans ces cartons. Il y a quand même un changement. Il y a eu un changement et la pandémie a fait que le rapport, la proximité, toutes ces choses qui se sont mises en place. On a tous eu peur déjà. Absolument. On s'est tous retrouvés dans une situation inédite, en famille ou pas, ou seul, mais à un moment donné, on a retourné les étiquettes des produits alimentaires, d'où ça vient, ou on a essayé de repenser un peu plus court. Alors, il y a eu un effet de mode, il y a eu un momentum, puis après, des habitudes qui sont venues, mais quand même, il y a des choses qui se sont passées. Moi, j'ai confiance, je suis optimiste, c'est pour ça que... Oui, c'est ça, c'était ma question. Est-ce que vous avez foi en l'avenir? C'est pour ça que j'ai créé mon média au nom de la Terre, c'est pour ça que j'ai fait ce film, c'est pour ça que je vais en faire d'autres, c'est pour ça qu'on a un stand avec la ferme digitale au Salon de l'Agriculture où on va parler de toute cette innovation. C'est pas un gros mot, l'innovation. L'innovation, ça allait plus loin dans l'agronomie, dans le numérique, dans le côté citoyen, dans le respect de la terre, en fait. Et on n'a pas le choix. Dans le film, votre père se moque de vous parce que vous dites que vous êtes un entrepreneur, un chef. Alors c'est le grand-père qui dit ça. C'est le grand-père qui dit ça. Est-ce que vous, oui, absolument. Est-ce que vous trouvez que désormais, pour être agriculteur, il faut forcément être un entrepreneur? Il faut être un ingénieur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, les agriculteurs sont souvent plus diplômés que ceux qui les critiquent. Hein. Donc, aujourd'hui, pourquoi on reste des fermes? Les fermes françaises restent familiales. C'est-à-dire que même si elles sont grosses et elles grossissent, on n'est pas dans des fermes industrielles polonaises, hollandaises, allemandes, ukrainiennes ou russes. Il faut créer des vocations. On parlait d'éducation, il faut que les gens reviennent à la terre. C'est qu'à un moment donné, pourquoi les structures grossissent? Parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent revenir à la terre, ou alors vers un jardin bio, un maraîchage et tout. C'est très bien, mais c'est une forme d'agriculture qui ne permet pas, et qui ne garantit pas la souveraineté alimentaire non plus. Donc voilà, il y a des élections qui arrivent là. Mais déjà qu'on parle pas de grand-chose dans cette campagne, on va nous y revenir à 11h, mais l'agriculture, donc là ils vont tous aller, comme disait Gilles, tâter le cul des vaches, ce sera celui qui passera le plus de temps. Et après, une fois qu'ils sont partis du salon, quels engagements, quelles choses concrètes? Il y a un ministre de l'Agriculture qui est plutôt aimé de ses agriculteurs et de ses agricultrices. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Qui s'est battu pour la PAC et le Green Deal, enfin une PAC plus verte, qui est sûrement pas assez verte encore. Mais à un moment donné, est-ce qu'aujourd'hui le politique, et on va pas rentrer là-dedans, a les moyens aussi de faire ce qu'il annonce? Donc c'est à nous de... Alors c'est la politique des petits pas, oui, mais franchement, c'est à nous de faire attention aussi à ce qu'on mange. Mais il y a une question de pouvoir d'achat qui est prégnante. Ouais. Mais qui est vaste, avec, vous l'avez évoqué, les grandes surfaces, les marges, les prix garantis qui l'ont peut-être pas été tant que ça. Enfin, il y a pas mal de sujets. Mais il y a quand même eu des progrès, il faut le dire, et que l'agriculture... Encore une fois, on en parle plus, on a pris conscience du malaise. Non, mais il y a des initiatives, quand vous voyez C'est qui le patron, ou la marque Merci d'Intermarché, enfin, ce sont des marques de lait ou de jus de pomme ou de miel qui rémunèrent au juste prix les producteurs. Les consommateurs disent, bah oui, je suis prête à mettre le prix pour que les agriculteurs se reposent un week-end, qu'ils aient des meilleures pratiques, que ça vienne de X kilomètres à la ronde. Et en fait, ça passe par la grande distribution. Donc vous voyez, à un moment donné, ils ont plein d'efforts à faire, et en même temps, la population, les consommateurs leur demandent de faire les efforts, parce que qui a le pouvoir? Ce sont les consommateurs. Bien sûr. Donc à un moment donné, acheter ces légumes moches, acheter chez un maraîcher, faire que les enfants mangent mieux dans une cantine scolaire, c'est se grouper ensemble, faire des pressions sur la mairie, et à un moment donné, c'est faire bouger aussi la cantine scolaire, reformer des cuisiniers et des cuisinières, faire venir les ingrédients dans un rayon plus local, et le politique suivra. Donc comme quoi, à un moment donné, les Français aiment aussi beaucoup se dire que ça va pas, mais on a la chance, quand on voyage, de voir qu'en France, on mange plutôt bien avec des agriculteurs qui nous font quand même des belles cultures. Il y a des efforts à faire pour certains, mais moi, je suis plutôt content de cuisiner et de cuisiner français. Absolument. Ce soir, donc soirée événement sur France 2, Au nom de la terre. Si vous n'avez pas vu le film, on vous le recommande chaudement. C'est vraiment un film magnifique, vraiment. Et puis, débat juste après. Quel avenir pour nos agriculteurs? Vous serez sur le plateau
suis sur le plateau, il y a Guillaume Canet sur le plateau, Christophe Haribert qui est un chef 2 étoiles à Uriage en Isère, et 2 formidables agricultrices, Anne-Cécile Suzanne. Il y a des femmes aussi qui s'y mettent. C'est des femmes qui ont une trentaine d'années. Anne-Cécile élève des bovins dans l'Orne, elle fait aussi du conventionnel et du jus de pomme bio, elle fait les deux, voilà, on peut tout faire. Il y a Lucie qui a des œufs, qui a des poules pondeuses en Vendée, qui a une chaîne YouTube et qui raconte la vie de ses poules. Et il y a Sébastien Ittard, que j'ai suivi il y a 10 ans pour mon documentaire Les Fils de la Terre, qui a donné lieu à ce film, qui sera là et qui va bien aujourd'hui, qui nous raconte comment il a fait sa mue aussi. Édouard Bergeon, merci d'avoir été avec nous, à ne pas manquer donc ce soir Au nom de la terre sur France 2 à 21h10. Merci à vous.